Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Qu'est-ce que la philosophie? À quoi sert la philosophie? Telles sont les questions qui ont été posées au philosophe français Alain Badiou dans un reportage réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel pour le compte du Centre d'action laïque. Voici ce reportage. Nous sommes aujourd'hui sur la Grande Place de Bruxelles, devant la Maison du Cygne, là où Karl Marx a fêté son réveillon entre 1847 et 1848, et là où fut fondé le Parti ouvrier belge en 1885. Pourquoi ici, devant cette Maison du Cygne? Parce que je vous propose une rencontre avec une grande figure intellectuelle française, un philosophe, un écrivain, un dramaturge, Alain Badiou, qui a écrit en particulier un très stimulant ouvrage avec Slavoj Žižek sur l'idée du communisme. Alain Badiou va nous entretenir de l'amour, du sens de la philosophie, de la réanimation de l'idée du communisme. Je vous propose cette rencontre avec cet homme. Monsieur Badiou, bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous êtes dramaturge, vous avez été professeur à l'École normale supérieure et vous êtes auteur de nombreux textes extrêmement importants en matière de philosophie. Alors ma première question est, au fond, dans le monde d'aujourd'hui, face aux impasses économiques, financières, sociales, environnementales, à quoi la philosophie peut-elle bien servir ? Écoutez, je crois que la réponse est un peu contenue dans votre question. Ce qu'on peut dire, c'est que le monde que nous habitons est un monde désorienté. C'est un monde où la gestion existe, la production est massive, la communication surabondante, mais où finalement l'existence de chacun ne sait pas clairement où elle va, quel est son sens, quelle est sa signification. Les collectivités sont elles-mêmes très divisées sur ce point. Et je pense que si la philosophie a un rôle, une fonction, c'est tout simplement d'aider à trouver une orientation, un sens, finalement, à l'existence individuelle et collective, étant entendu que depuis toujours, l'effort de la philosophie sur ce plan est de le faire de façon rationnelle, c'est-à-dire sans l'appui d'une révélation religieuse. Voilà. C'est un peu la même question tout de même que la religion tente de résoudre avec ses moyens à elle. Donner du sens à la vie, donner du sens à l'existence, donner du sens au destin individuel et collectif. Le propre de la philosophie, c'est certainement de se poser en fin de compte la même question, mais avec des moyens qui ne sont pas ceux de la conviction religieuse. Il y a un sens aujourd'hui pour vous dans la vie, quand on voit l'astrophysique, l'univers en expansion, les recherches vers l'infiniment petit et vers l'infiniment grand, ce monde qui est un torrent de force. Vous pensez qu'il y a un sens depuis le Big Bang? Je pense que le sens est dans une large mesure celui que nous décidons de faire exister. Si nous cherchons un sens dans la nature elle-même, il est évident que la nature nous est largement indifférente. Elle ne se soucie guère du destin de ce petit animal à deux pattes qui vit dans une planète secondaire d'un système galactique géant parmi d'autres. Il est évident que si on voit les choses de ce genre, nous sommes une sorte de poussière quelque part dans un univers qui ne nous regarde pas vraiment. Donc la question du sens, c'est évidemment une question humaine.
C'est la question du sens que nous sommes capables, nous, de donner ou d'inventer, de façon justement à ce que notre existence individuelle ou collective ne se perde pas dans ce flot absurde, finalement, qu'est l'univers physique dans sa totalité. Et c'est la raison pour laquelle c'est la philosophie qui compte, à mon avis, dans cette recherche, parce que la philosophie a toujours pensé que le point de départ, eh bien, c'était ce dont l'homme était capable, ce qu'il pouvait penser, ce qu'il pouvait dire, ce qu'il pouvait organiser. Et au fond, la première force de la philosophie, c'est de déclarer que, précisément, que l'humanité est responsable du sens qu'elle se donne à elle-même. Sur le plan individuel, M. Badiou, ça peut vouloir dire aussi que la philosophie, comme activité par la raison, essaye de donner un sens en vue de trouver, pour reprendre Épicure, une forme de bonheur, une forme d'eudémonisme, de bien-être. Oui, et je pense que probablement les différences d'orientation selon les différentes philosophies concernent précisément ce rapport très complexe, très délicat entre, d'une part, l'idée de ce qui a, disons, une valeur universelle, la justice, le souci de l'autre, la création artistique, scientifique, etc. Et puis de l'autre, le désir de bonheur personnel. La philosophie est dans un rapport compliqué à ce qu'on pourrait appeler l'égoïsme constitutif de toute existence. Tout vivant cherche la satisfaction de son corps, de son être, de sa vie dans le monde. Et la philosophie constate ce point, mais elle estime que le mouvement des égoïsmes purs ne produit aucun sens, justement. Il ne produit aucun autre sens que celui dont vous parliez tout à l'heure, celui des atomes, voilà, les vivants se battent pour vivre ou pour survivre, ça fait partie du monde naturel. Évidemment, ce que la philosophie cherche depuis toujours, et dans les conditions particulières de notre époque, c'est quelque chose qui, tout en tenant absolument compte du caractère vivant et matériel de toute une part de l'existence, la possibilité de lui donner un sens un tout petit peu plus élargi et dont la valeur soit un tout petit peu plus universelle. En quoi la République de Platon peut nous aider aujourd'hui face au dysfonctionnement de la démocratie moderne? Eh bien, je pense que Platon nous aide à plus d'un titre. D'abord, la question que je viens de poser, il est le premier, en un certain sens, à la poser de façon absolument claire. C'est-à-dire, peut-on finalement donner un sens à l'existence, à la vie humaine, par les moyens fondamentaux de la rationalité? Voilà, ça, c'est une question qu'il pose il y a 2500 ans, mais elle est toujours là, elle est toujours là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, du point de vue de... lui aussi travaille dans un moment de crise. La démocratie athénienne, engagée dans la guerre du Péloponnèse, est en pleine crise. Elle est en train de se corrompre et de se défaire. La guerre en question est un peu comme la guerre de 14-18 pour l'Europe, une sorte de catastrophe effrayante dont les conséquences sont... Et Platon réfléchit dans les conditions de la crise. Et cette crise est aussi une crise de la démocratie, parce que Athènes a inventé la démocratie. Donc nous avons chez Platon le premier philosophe qui à la fois pose la question de qu'est-ce que c'est que la signification d'être là, de vivre, et deuxièmement qui se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une collectivité juste. Et la critique qu'il opère de la démocratie, il l'a fait au nom de la justice. Il ne la fait pas au nom d'un roi, d'un empereur ou d'un dieu. D'un groupe social. Voilà, il le fait au nom de la société elle-même. Et ça, évidemment, ça nous intéresse vivement, parce que la question de savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie en temps de crise, c'est tout de même assez fortement notre question. Est-ce qu'on ne le retrouve pas aussi aujourd'hui? On pourrait dire on est dans une démocratie, certains disent une hémocratie, pour essayer de s'élever au-dessus des opinions communes qui sont changeantes, versatiles, pour essayer, par la raison, de construire effectivement un monde des idées, d'une certaine manière, en ayant une vision plus claire vers quoi une société veut aller. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que l'idée de Socrate, l'idée de Platon, c'est que dans cette tâche, il faut malgré tout faire confiance à la raison humaine minimalement. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire par la violence, par la force.
Ça ne peut pas non plus se faire par le simple libre jeu des opinions diverses. Ça ne peut pas se faire par le progrès de l'économie. Bien sûr, c'est bien d'avoir beaucoup de choses à acheter, beaucoup de choses à déguster, beaucoup de choses dont on peut jouir, mais ça ne résout pas le problème justement de la féroce lutte des égoïsmes les uns contre les autres. Et donc il voit très clairement, Platon, qu'en effet, pour faire cette tâche, il faut affirmer qu'en réalité, l'humanité en est capable, que les hommes sont capables de faire un petit peu plus que ce dont ils se savent capables. Et ça, je pense que c'est le point de la philosophie. La philosophie, c'est d'aider chacun à découvrir en lui-même d'abord, la possibilité de faire quelque chose dont il ne croyait pas qu'il pourrait le faire. Et ça, finalement, c'est ce que Platon appellera l'éducation. Et en ce sens, il nous montre que, finalement, la question du destin de la société, c'est aussi, et fondamentalement peut-être, la question du mode d'éducation qui est le sien. Tout à fait. Mais il met à la tête de la cité idéale, de sa République, le philosophe. Oui, peut-être de façon un peu brutale, hein, parce que je crois qu'il est encore dans une conception trop aristocratique de la philosophie. Il pense trop que le philosophe, c'est celui qui, si on lui en donne les moyens, il ne sait pas d'ailleurs très bien comment on va lui donner les moyens, mais enfin, si on lui donne les moyens, il va arranger une cité idéale, véritablement, par des méthodes qui sont des méthodes quand même, disons, d'une dictature rationnelle, quoi, hein, d'une sorte de despotisme de la raison. Je pense qu'il faut tempérer ce verdict et qu'il faut plutôt se demander comment, justement, répandre ou universaliser cette éducation. Et au fond, je suis un platonicien démocrate, bien que ce soit un tout petit peu contradictoire. C'est-à-dire, je pense que le programme de Platon, qui est en gros d'éduquer les gens de telle sorte qu'ils se rendent compte qu'est possible un monde différent, plus juste, et où, en fin de compte, ils seront plus heureux. On retrouvera quand même le bonheur, au bout du compte. Je pense que ce projet, on peut l'élargir par rapport à la vision encore assez aristocratique de Platon. Platon pensait qu'un groupe de philosophes pouvait guider la cité. Je pense que c'est pas tant ça le problème que le problème de répandre patiemment dans le corps social tout entier les convictions de justice qui sont celles de Platon. Mais la démocratie, c'est aussi, comme disait Tocqueville, d'une certaine manière, le risque de la tyrannie de la majorité. Il y a une phrase que vous avez prononcée qui m'a toujours fort frappé. Vous avez dit vous avez écrit, la règle de la majorité ne marche pas en sciences ni en art. Pourquoi marcherait-elle en politique? Absolument. Et c'est pour ça que tout en étant convaincu que la solution d'une tyrannie aristocratique n'est pas la meilleure, je ne pense pas non plus que la question soit la question du nombre ou de la majorité. La question, c'est plutôt que s'élabore petit à petit une espèce de conviction collective. Voilà. Et que cette conviction collective doit quand même être fondée non pas sur le libre jeu des égoïsmes, ce qui est la doctrine libérale, malgré tout, mais sur une conviction partagée qu'on peut faire mieux que l'égoïsme. Et que finalement, c'est une idée fausse. Ça, Platon tient beaucoup à cette démonstration. C'est une idée fausse que seul l'égoïsme permet le bonheur. Je crois que la philosophie peut affirmer le contraire. Le vrai bonheur, c'est quand même quand on rencontre quelque chose qui est supérieur à l'égoïsme. Vous écrivez d'ailleurs dans le livre que vous avez coordonné avec Slavoj Zizek, qui est un colloque, si j'ai bien compris, qui s'est passé à Londres, oui, il y a quelques années, sur l'idée du communisme. Dans votre introduction, vous dites d'ailleurs, vous écrivez « L'impératif dominant dans notre monde aujourd'hui, c'est vie sans idée ». Quelle est votre analyse de l'idée communiste au travers des textes fondateurs, mais aussi au travers des expériences du XXe siècle? Alors, le bilan du XXe siècle, comme chacun le sait, est un bilan terrible en ce qui concerne l'idée communiste. Elle a été associée, disons fondamentalement, à des pratiques d'État et de pouvoir extrêmement despotiques, voire criminelles.
Donc on a un mot initialement magnifique, communisme, qui veut dire mettre ensemble la vie collective, être en commun. Le communisme, c'est ce qui est commun à tous. Mettre au poste de commandant ce qui est commun à tous, manifester les valeurs de solidarité, d'organisation collective, de libre association, disait Marx. Alors on part de cela et puis on aboutit à un État fermé, terroriste, policier, et où finalement cette idée du commun disparaît complètement au profit du pouvoir d'un appareil. Alors il faut penser cette aventure, cette espèce de retournement en fait, ce retournement, c'est-à-dire quelque chose de l'idée communiste initiale s'est changé en son contraire. N'oubliez pas qu'une idée fondamentale de Marx, c'était que l'État, le pouvoir séparé, devait dépérir, devait être remplacé par une libre association des gens. Alors qu'on a vu au contraire apparaître des États monstrueux qui ne cessaient de se renforcer et qui étaient dominés en réalité par la peur. Alors nous devons réfléchir cette histoire, nous devons l'assumer, les yeux frontalement, mais la question qui se pose à ce moment-là, c'est devons-nous en tirer la conclusion qu'il faut absolument abandonner le mot, le projet, l'idée. Voilà. C'est un peu comme si quelqu'un, au XVe ou XVIe siècle, avait dit, étant donné qu'il y a eu l'Inquisition, j'abandonne le christianisme. C'est vrai que l'Inquisition a fait partie de l'histoire du christianisme, mais quoi qu'on pense du christianisme, on ne peut pas le résumer dans l'Inquisition. On peut même considérer que l'Inquisition, c'est le contraire du christianisme, puisque les grands fondateurs disaient la religion et l'État, c'est pas la même chose. Laissons à César ce qui est à César. C'est quand même Saint Paul qui l'a dit. Et ben, le communisme aurait dû dire laissons les questions de la police et de l'État jusqu'au moment où nous pourrons nous en passer. Au contraire, ils ont bâti un État monstrueux. Alors moi, ma conviction, c'est qu'il vaut mieux tenir compte de cette histoire et relever le mot, lui rendre sa signification première et tenter de voir ce qu'elle peut signifier aujourd'hui. En regardant la carte du monde, est-ce qu'il y a des éléments concrets où vous sentez que cette idée commence à s'incarner ? Moi, je suis très sensible, par exemple, à toutes les révolutions qu'il y a dans les pays d'Amérique latine, où il y a, je trouve, en Bolivie, par exemple, ou en Équateur, même d'une certaine manière, peut-être on pourrait en parler au Venezuela, où on sent qu'il y a là quand même une tendance à vouloir vraiment rompre, je dirais, avec l'idéologie du capitalisme. Mais absolument, nous avons des expériences dispersées, mais qui sont toutes extrêmement intéressantes. Il y a les grandes expériences faites de l'Amérique latine, dont vous parlez. Il y a eu ce bouger fondamental du monde arabe, où l'on a vu quand même le rassemblement des différentes composantes du peuple à parvenir à s'unir sur quelques mots d'ordre fondamentaux, ce qui était tout à fait imprévisible, tout à fait incalculable, qui ont montré que les pouvoirs des dictatures ne sont jamais illimités. Il y a, on n'en parle pas beaucoup parce que l'État chinois ne fait pas propagande dessus, mais il y a des soulèvements, des révoltes, des nouvelles formes d'organisation dans le vaste monde chinois où l'on compte 4000 épisodes sociaux dans une seule région, etc. Il y a une effervescence véritable. Et il y a aussi une inquiétude générale. Tout le monde sait maintenant que la crise à laquelle nous expose la société telle qu'elle est organisée, la société de l'égoïsme financier, peut être gravissime, que les violences menacent, que les guerres sont à l'horizon, que les désastres écologiques sont également possibles. Et malgré tout, Monsieur Badiou, vous faites confiance au minimum, je dirais, à la raison humaine, parce que c'est quand même assez frappant de voir qu'il a fallu le tsunami au Japon pour qu'on s'interroge sur les méfaits du nucléaire, qu'il a fallu peut-être 3 guerres entre la France et l'Allemagne pour qu'on commence à bâtir, je dirais, une entente européenne. Vous comprenez est-ce que finalement, c'est pas l'irrationnel qui domine? Dans les exemples que vous donnez, vous remarquez que c'est pas lui qui domine à la fin des fins. Aujourd'hui, les rapports entre la France et l'Allemagne sont des rapports si positifs que personnellement, je pense que ce serait une bonne idée d'en faire un seul pays, véritablement. Ça solderait une histoire de façon positive. De la même manière, on pensait le monde arabe enfermé dans des dictatures sans issue. Il a montré, le processus sera long, mais il a montré
quelque chose d'autre était possible. Sur le nucléaire, ben, la raison commence à faire son chemin, etc. La victoire de la rationalité est une victoire au long cours, c'est ça le problème. C'est très hegelien, pardonnez-moi, je vous interromps. C'est très, comme Hegel, il y a une raison, je dirais, dans l'histoire, mais il faut savoir percevoir la rose sur la croix du présent. Je pense que, je ne sais pas s'il y a une raison dans l'histoire objective, dans l'histoire telle qu'elle se déroule, mais je pense que lorsque les graines de la rationalité sont semées sur une question déterminée, ceci fait son chemin, ceci fait son chemin. Nous en avons de nombreux exemples, et c'est de cette confiance-là dont je parle. Si vous avez le sentiment que sur une question, vous avez une réponse ou une vision rationnelle, eh bien, tenez votre point de vue, essayez de le partager tant que vous pouvez, luttez pour lui, et en définitive, il arrivera quelque chose. Rien de ce point de vue-là n'est inutile. Tout ce qui peut être fait en fonction des objectifs raisonnables sur une question déterminée doit être tenté. Et si on ne le fait pas, si on n'a pas cette confiance-là, on ne fait que céder le terrain aux pulsions irrationnelles qui, d'une certaine manière, sont encore dominantes. Avec la pulsion principale qui est dominante, c'est quand même le règne de l'intérêt privé dans son sens à vrai dire, le plus aveugle. Le plus aveugle. Être philosophe, c'est être scientifique, c'est être savant, c'est être esthétique, c'est aussi être amant. Donc vous avez écrit un très bel éloge de l'amour avec Nicolas Truong, sur base de l'amour à réinventer, si j'ose dire, de Rimbaud. Alors l'amour aujourd'hui dans les sites de rencontres, l'amour d'aujourd'hui Facebook, comment est-ce que vous voyez cet amour à réinventer aujourd'hui ? Eh bien, le problème de la réinvention de l'amour est comme toujours posé par une forme un peu rampante de crise. Je pense que l'amour tel que je le conçois, qui est quand même une sorte d'invention ou de création d'un monde dans lequel les choses sont perçues ou pratiquées à deux, c'est-à-dire du point de vue de la différence et pas du point de vue de la stricte identité, je pense que l'amour est une des forces, une des passions, une des expériences qui précisément ne se réduit pas à l'égoïsme ou au narcissisme personnel. Après tout, aimer vraiment, c'est accepter que quelqu'un fasse en son entier partie de votre propre existence d'une certaine manière. Et sans que pour autant il devienne vous. Il ne devient pas identique à vous, il est là dans sa différence, et cependant cette différence, vous l'acceptez dans votre monde le plus personnel, le plus quotidien et le plus intime. Donc l'amour est une expérience fondamentale d'acceptation de la différence, et avec d'ailleurs toutes les difficultés que ça implique. L'amour n'est pas toujours une partie de plaisir, c'est quelque chose qui, pour être continué, tenu, renouvelé, demande une sorte de travail finalement, un travail existentiel, un travail de la vie. Mais on en est récompensé. Ça donne aussi de très grands bonheurs. En particulier, les vieux amants présentent souvent un spectacle humain magnifique, véritablement. Cette longue vie passée ensemble, partagée, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, est sublime. Donc elle a une valeur philosophique, je pense. D'ailleurs, Platon parlait de l'amour aussi. Le banquet. Cette valeur doit être défendue. Et elle est en crise. Elle est menacée aujourd'hui par la toile, par... Oui, mais ça, ce sont les instruments techniques. C'est surtout les progrès de l'égoïsme hédoniste, du sentiment de la satisfaction, qui fait que, moi, je le vois dans les couples plus jeunes, ceux de mes enfants, etc., je vois qu'il y a une espèce d'impatience et une difficulté à supporter la difficulté, la douleur, le problème, la crise. Mais 68 a joué un rôle dans cette logique de l'hédonisme, de la jouissance immédiate. Ça, je pense tout à fait. Je pense que ça joue un rôle, évidemment. Et en plus, c'est au fond l'idéologie dominante. C'est ça le problème. C'est une pression constante qui dit... soyez heureux, jouissez, mais sauf que en réalité les grands bonheurs sont des conquêtes. Ils ne sont pas des distributions marchandes. Vous n'achetez pas le bonheur au coin de la rue. Vous le bâtissez, en général avec quelqu'un, et pour le bâtir avec quelqu'un, il faut le vouloir, le désirer, le maintenir. Et cette espèce de combat est menacé aujourd'hui par
le désir de la jouissance immédiate et le fait qu'à la première difficulté, on capitule. Voilà. Et ça, je pense que défendre l'amour, c'est une tâche de la philosophie aussi. Merci beaucoup, Monsieur Badiou. Merci à vous. Merci à vous.